Retour au débat de France 24. Le chef de l'État a donc présenté ses vœux à la presse, une tradition interrompue ces 4 dernières années par son prédécesseur François Hollande. Auparavant, le gouvernement s'était réuni à l'Élysée pour un séminaire de travail, le 4e depuis l'arrivée en poste d'Emmanuel Macron, pardonnez-moi. On en parle avec à mes côtés Bernard Vivier, vous êtes directeur de l'Institut supérieur du travail, Claude Veil, éditorialiste à Nice Matin, et enfin Arnaud Mercier, professeur de communication politique à l'Université Paris 2, Panthéon-Assas. Édouard Philippe et ses ministres sont donc arrivés ensemble à pied à l'Élysée depuis le ministère de l'Intérieur. C'est devenu la tradition où l'on prend désormais le petit déjeuner en début d'année avant de se rendre donc à l'Élysée. Et puis, pour l'occasion, le chef du gouvernement a filé la métaphore. Il a appelé le gouvernement à travailler en équipe, un peu comme dans un orchestre, sans couac. Et c'est vrai, c'est un peu le constat qu'on peut faire depuis l'entrée en fonction d'Édouard Philippe. Claude, c'est qu'il y a finalement assez peu de couac, enfin beaucoup moins de ce à quoi on s'était habitué sous Hollande et même sous Sarkozy. C'est vrai, c'est peut-être parce qu'on a mis les journalistes à distance et que les ministres sont en permanence sous surveillance et sommés de ne pas bavarder à tort et à travers, et apparemment ils respectent assez bien la consigne. Et c'est vrai que le seul fait que, comme vous le disiez, qu'on en soit déjà au 4e séminaire en 8 mois, oui, montre à quel point les rênes sont tenues serrées. C'est-à-dire que là, il est clair que cette année, j'allais faire Emmanuel Macron, même, oui. On a tous François Hollande en tête. Vous m'entraînez sur une piste fatale. Cette année 2018 pour Emmanuel Macron est absolument cruciale parce que c'est là qu'il a l'intention vraiment de mener à bien le gros chantier de réforme. Il est convaincu, comme beaucoup de présidents avant lui, qui ont essayé, qui n'ont pas réussi, qu'il faut mettre les grandes réformes derrière soi, oui, pour pouvoir ensuite passer à la gestion du quotidien à l'approche des élections. Et donc un certain nombre de réformes difficiles. Griveaux, porte-parole aujourd'hui, dans un tweet a donné le menu, il est copieux, hein. Il y a de quoi faire sauter, comme disait l'autre, il y a de quoi faire sauter une demi-douzaine de gouvernements avec ça. Il y a le projet de loi sur les accidents d'alimentation, ça c'est un sujet qui a été à peu près déblayé, qui ne devrait pas poser de gros problèmes. Il y a un projet de loi logement, sujet sensible. Il y a l'assurance chômage, apprentissage, formation professionnelle, ça c'est votre spécialité. Ça c'est la grande affaire de l'année, enfin du printemps. Il y a un plan d'action et de croissance pour les entreprises, dans lequel je pense que Macron va reprendre un certain nombre d'idées qui avaient été formulées par l'ancienne commission Attali sur la croissance, dont il était, souvenez-vous-en, le rapporteur. Il y a un projet de loi sur les mobilités, c'est-à-dire les déplacements, ça c'est très à l'américaine, c'est une vision très moderniste de Macron qui pense que les déplacements et les mobilités sont un facteur essentiel de compétitivité dans le monde qui vient. Ça permet d'ailleurs, oui, de pourvoir les emplois non pourvus. Voilà, et il y a la fameuse réforme constitutionnelle qui n'est pas sans poser de difficultés. Et Griveaux, alors je ne sais pas si c'est une omission ou a bizarrement oublié une des lois les plus compliquées parce qu'elle crée des tensions au sein même de la majorité et l'esquisse d'une lézarde à l'intérieur de LREM, je ne sais jamais le dire, entre l'aile gauche et l'aile droite, c'est la loi Asile et Immigration, qui est pas simple à gérer. Et puis, il y a encore de mesures qui sont autant de mines sur lesquelles il faut éviter de poser le pied, et où il faudrait essayer de les déminer avant. Les 80 km/h sur route secondaire, on dit très impopulaire, oui, qui risque de faire hurler un nombre de gens en tout cas. Notre-Dame-des-Landes, c'est pareil dans quelques jours. Oui. La Corse, sujet épineux et dans lequel tous les gouvernements se sont empapaoutés depuis des décennies. Et les réformes, tout ce qui touche à la bioéthique, c'est-à-dire notamment la procréation assistée pour les femmes célibataires ou pour les couples de lesbiennes. Donc tout ça fait un énorme menu, et c'est pourquoi il est si important pour Macron, d'avoir une équipe totalement verrouillée et de tenir l'agenda. Parce que le timing, le séquençage de tout ça est une condition sine qua non pour que le gouvernement ne se prenne pas les pieds dans les réformes. Alors pour l'instant, c'est vrai que ça s'est plutôt pas trop mal passé pour Emmanuel Macron. Pour le moment, notamment à sa réforme. Il est toujours sous le règne de la baraka de Macron Ier, avec une opposition qui s'emploie à s'autodétruire et qui n'arrive pas à s'organiser. En tout cas, en 6 mois, on l'a dit, 4e séminaire. L'objectif aujourd'hui, c'était donc de fixer une feuille de route pour les réformes du premier trimestre, permettre aussi de faire de belles images en montrant un gouvernement à l'action, une équipe soudée. Est-ce utile, est-ce efficace? Voilà en tout cas le programme qu'on nous annonce. Après la flexibilité pour les entreprises, la sécurité pour les salariés.
C'est l'acte 2 des réformes sociales que le président français veut faire voter avant l'été. Parmi lesquelles, la formation professionnelle et l'apprentissage. Le gouvernement veut réformer un système jugé inégalitaire et complexe. Objectif, favoriser la formation des moins qualifiés et des plus jeunes. 15 milliards d'euros doivent être investis sur l'ensemble du quinquennat. Deuxième volet des réformes sociales, l'assurance chômage. Emmanuel Macron a promis de l'étendre aux indépendants et aux salariés démissionnaires. En contrepartie, cette réforme passe aussi par un contrôle renforcé des chômeurs. Autre grand chantier cette année, les retraites. Et là encore, le cap fixé est ambitieux. Il s'agit de mettre en place un système universel par points afin de garantir à tous les mêmes droits. Parmi les débats à venir, le sort des régimes spéciaux et complémentaires. Et une nouvelle fois en 2018, les entreprises sont à l'agenda de l'exécutif avec la loi Pacte, portée par le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Son but, donner aux sociétés les moyens d'innover, de se transformer et de créer des emplois. La loi doit être débattue à l'Assemblée au printemps prochain. Bernard Vivier, alors on l'a compris, c'est présenté même par Emmanuel Macron comme la mère des réformes, celle qui concerne la formation professionnelle et l'apprentissage, considérées jusqu'à présent comme des freins à l'embauche, le manque de qualification de la main-d'œuvre française ou son inadaptation en tout cas au métier de demain. Le gouvernement entend consacrer à la bagatelle de 15 milliards d'euros sur 5 ans à cette tâche, à mettre au regard des 32 milliards déjà dépensés chaque année. Est-ce que c'est une affaire de moyens? Qu'est-ce qui doit être fait? La Cour des comptes a déjà pointé, j'allais dire 1000 fois, les problèmes. Écoutez, sur ce sujet-là, l'assurance chômage, la formation professionnelle et l'apprentissage, qui constituent le bloc 2 des réformes sociales du président de la République, le bloc 1 vient d'être fini et dans les délais qui ont été respectés, au 31 décembre, tous les décrets concernant la réforme du Code du travail ont été pris. Oui. Le troisième bloc... C'est une surprise pour vous? Non, parce que le président de la République, 1, l'avait dit dans son programme, 2, a su, on va presque dire marabouter les organisations syndicales et patronales, un peu tétanisées par l'assurance, la volonté et la popularité du président de la République qui est dégagé de toute opposition politique, donc également encouragé par l'échec de la loi El Khomri. C'est assez curieux de le dire, mais les échecs antérieurs ont aidé à la réussite actuelle. Parce que les organisations syndicales patronales ont eu le temps de s'approprier la nécessité des réformes et aussi d'être considérées, ce qui avait beaucoup manqué dans les gouvernements précédents où le président de la République, que ce soit Nicolas Sarkozy ou François Hollande, s'imposait, faisait des semblants de sommets sociaux. La préparation des ordonnances avec les organisations syndicales a contribué, d'après vous, à diminuer disons la protestation? Oui. Il y a quand même eu des manifestations en septembre. Très peu. Oui. Très peu. L'exemple, c'est Force ouvrière, qui a obtenu beaucoup plus en concertation avec le président de la République qu'en faisant, comme au moment de la loi El Khomri, en 6 mois, 14 manifestations pour déboucher sur rien. Mais qui là, sur l'assurance chômage, dit qu'il ne s'agirait pas d'aller fliquer les chômeurs. Votre question, l'assurance chômage, la formation professionnelle et l'apprentissage. Il y a quoi faire? Et deuxième question, qui doit le faire? Sur la question quoi faire, le président de la République a un programme assez audacieux, mais qui ne déplaît pas aux organisations syndicales et patronales, lesquelles sont conviées à réfléchir elles-mêmes aux nouveaux périmètres et aux nouvelles dispositions susceptibles d'être prises, au-delà même du périmètre des relations paritaires, patronat et syndicats. Oui, parce qu'elle co-gère le système de... Exactement. Et ensuite, qui doit le faire? Et là, sur l'assurance chômage, sur la formation professionnelle, on voit bien que les régions, les exécutifs régionaux, RENAC, que le patronat et les syndicats veulent garder, et c'est normal, en tant qu'acteurs du marché du travail, une place prépondérante dans l'organisation. Et puis l'État, qui a toujours cette tentation de gérer à la place des autres. Emmanuel Macron est un libéral, mais c'est également un étatiste, un dirigiste. Donc il est en train de lui-même aussi d'évoluer, et très certainement... La réflexion va donner des innovations probablement inattendues il y a encore 2-3 mois sur le fond du sujet. Et le point délicat, ça va être à qui confier la gouvernance de ces nouveaux dispositifs. Et la question de la formation professionnelle, l'apprentissage, région, partenaires sociaux ou État, c'est une question qui n'est pas à ce jour réglée. Ça veut dire qu'on change aussi d'organisme, puisqu'on dit qu'il y a beaucoup de gabegies, c'est opaque. Ça veut dire aussi que les acteurs sont appelés à changer?
Oui, alors on raconte que la formation professionnelle c'est un système opaque. Non, c'est pas vrai. Il y a une loi. C'est Emmanuel Macron qui l'a dit lui-même. Oui, hein. mais ça lui permet de dire maintenant je prends l'argent et je vais le distribuer moi à qui je veux. Ça a déjà été fait en 2014. Bercy a déjà mis la main sur les 36 milliards de la formation professionnelle, dont 7 milliards directement gérés par les partenaires sociaux. Il n'y a pas une gabegie, c'est pas vrai. Donc on n'a pas fait d'économie substantielle, c'est Non. ce que vous dites. Non. Par contre, on peut mieux faire. Oui. Pour mieux former. Sur savoir qui former, les chômeurs, pas les chômeurs, les personnes qui ont besoin de renouveler leurs connaissances parce que les métiers évoluent, c'est la meilleure assurance chômage, la formation. Et là, les 35 milliards, ils sont absolument nécessaires. Arnaud Mercier, est-ce qu'il y a une manière, une méthode Macron, ou Philippe d'ailleurs, qui a pu se dessiner depuis maintenant 6 mois, notamment on l'a vu à l'œuvre dans la réforme du travail, qui fait qu'on sait faire ce que les gouvernements précédents n'ont pas osé ou pas su réaliser? Est-ce que dans l'exécution même, il y a une différence de savoir-faire qui est en tout cas mieux comprise des Français et des partenaires sociaux? Oui, je crois qu'il y a un vrai changement de méthode et il y a surtout cette idée avec Emmanuel Macron qu'il donne le sentiment de savoir où il veut aller. Et c'est tout le contraire, précisément, de ce qui a été reproché à François Hollande. Où François Hollande a donné le sentiment d'être passé par une phase, puis d'après d'être changé. La loi El Khomri qu'on évoquait a été très mal vécue. Parce qu'on annonçait le 49.3 dès l'annonce de la loi. Absolument, en plus. Et elle a été d'autant plus mal vécue que c'est pas du tout ce qu'il avait annoncé, qu'elle arrive à la fin de son mandat, qu'on a l'impression que c'est une espèce de comme un cheveu sur la soupe, ça arrive là, comme ça, et que c'est même le contraire de ce qu'il avait dit. Emmanuel Macron peut se reposer sur un socle qui est très important, qui lui a beaucoup aidé, justement, dans la première réforme de Code du travail, c'est de dire, écoutez, j'ai été élu pour ça, même si après, on peut même d'ailleurs contester ça en partie parce que une partie des gens ont voté pour Emmanuel Macron, non pas pour son programme, mais parce que ils étaient contre Marine Le Pen, pour faire bon voilà. Mais en tout état de cause, lui, il peut se prévaloir du fait que regardez, j'ai été élu, c'est écrit, c'était écrit. Il n'y a pas eu de tromperie sur la marchandise. Il n'y a pas eu de tromperie sur la marchandise. Donc ça, c'est un premier point qui est très important et qui change avec François Hollande. Et le deuxième point qui change effectivement et qui donne ce sentiment qu'il y a au moins une méthode, qu'il y a quelque chose, c'est que il met très clairement en scène, d'un point de vue de communication, mais pas seulement, une véritable concertation. Et une véritable concertation dans laquelle les syndicalistes disent, au moins, ils jouent cash. Sauf avec le Parlement, c'est ce que lui ont reproché les députés avec les ordonnances. On est d'accord que là, la manière dont Emmanuel Macron gouverne fait que le Parlement est relativement un Parlement godillot, ça c'est très vrai. Mais avec les organisations syndicales, on voit bien qu'il joue le jeu des deals, et d'autant plus, il le fait d'autant plus sincèrement, que ces arrangements permettent de faire scinder le front syndical, d'isoler à un moment la CGT des autres, etc. Donc oui, il y a effectivement une méthode qui fait qu'il arrive à obtenir des choses que les autres n'ont pas obtenues. Cette capacité de négociation, Claude Veil, est-ce qu'elle se fait au prix de l'ambition des réformes? Non, pas pour le moment. Pas pour le moment parce qu'il est une configuration idéale pour un chef de l'État, c'est qu'il a la majorité de sa politique. Les échecs de Hollande, c'est tout simplement qu'il n'avait pas la majorité pour la politique qu'il voulait faire. À partir du moment où il fait le tournant social-libéral, vous vous en souvenez, c'était d'ailleurs dans une cérémonie des vœux, où il vient dire aux Français, au fond j'ai bien réfléchi, le problème de la France c'est qu'il y a trop d'impôts, trop de charges, trop de réglementations, il faudrait déboucler tout ça. Un choc de compétitivité. Et il parle du choc de compétitivité. 2015. Donc il esquisse un tournant libéral. Il n'y a qu'un problème, c'est il n'a pas été élu pour ça. Donc, une partie de ses électeurs le lâchent, mais surtout, sa majorité ne suit pas. Et donc, il va passer 3 ans, 4 ans à s'épuiser, à se casser les ongles, à essayer de faire bouger ce groupe socialiste qui traîne les pieds, qui s'oppose de toutes les façons à la politique qu'il veut mener, sous le regard d'une droite qui le regarde s'enfoncer en disant, de toute façon, le prochain coup, les prochaines élections, c'est pour nous, et il rentrera en Corrèze. Macron n'est pas du tout dans cette situation-là. Il n'y a pas un excès de confiance à croire que ça va passer sans problème parce que la réforme du travail est passée? Rien n'est joué d'avance. Rien n'est joué d'avance. Il y a un moment, évidemment, d'abord, où la vieille politique n'est jamais morte. Je pense que les Français ont mis entre parenthèses, ils ont mis même au congélateur leur vision binaire gauche-droite de la politique, parce qu'ils ont considéré que l'essuie-glace qu'on a fait pendant 30 ans ne marchait pas. Un coup à gauche, un coup à droite, ça ne permettait pas vraiment de régler les problèmes. Et Macron a incarné à un moment donné le vieux rêve français, si tous les gars du monde, si tout le monde se mettait d'accord ensemble, et au fond son centrisme
en même temps, c'est un peu ça. C'est l'idée qu'on si on pouvait prendre le meilleur de la gauche et le meilleur de la droite et les faire coopérer ensemble, ça permettrait de désensabler la machine. Donc il est dans cette configuration-là, avec une gauche, le Parti socialiste ne sait même plus s'il existe encore. Mélenchon s'est cassé les dents dans la grande mobilisation populaire. Il voulait, souvenez-vous qu'il y a 6 mois, il espérait même des élections législatives anticipées, qui en parle aujourd'hui. Et quant à la droite, elle a explosé sous l'effet Édouard Philippe, puisque finalement Wauquiez n'a récupéré que la droite des Républicains et la moitié des électeurs de les Républicains, je ne sais pas comment il faut dire, souhaitent le succès du gouvernement. Donc c'est un peu difficile de mobiliser les gens contre une politique dont ils espèrent qu'elle va réussir. Donc il a une configuration politique absolument inespérée. Mais ça resterait très fragile parce qu'il y a un moment où on va lui demander des résultats, parce qu'il y a des choses qui ont été mises sous le tapis. Par exemple, la baisse des déficits. On ne peut pas dire que le budget 2018 soit très très ambitieux en matière de réduction des déficits. Pas très économe. Pas très économe. La dépense publique, pour le moment, il n'y a pas touché. Or, c'est en France un des sujets les plus casse-gueule pour un gouvernement. C'est le moment où on essaie de réduire la dépense publique. D'une certaine manière, la crise politique en Allemagne le sert de ce point de vue-là, parce qu'elle ne crée pas de pression immédiate du partenaire. La situation allemande est absolument idyllique. Son leadership européen lui permet d'avoir une voix à Bruxelles que la France avait perdue sous les mandats précédents. Donc c'est sûr qu'il a un alignement des planètes exceptionnel. Mais il n'est pas du tout acquis que ça dure jusqu'à la fin. Sur ces réformes-là très précises, il n'y a pas de raison de postuler que c'est un risque d'impopularité. Parce que dire nous voulons étendre la protection du chômage à des gens qui sont démissionnaires ou à travailleurs indépendants, ou de l'autre côté nous voulons étendre le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie, là les vraies tensions, elles sont presque, j'allais dire, d'institution à institution, parce qu'effectivement, vous l'avez bien souligné, la vraie question, c'est que s'il met en cause un certain nombre de droits acquis, j'allais dire de situations acquises dans la cogestion, il risque d'y avoir des tensions avec le patronat ou avec les syndicats, mais je ne pense pas que ce soit au niveau de l'opinion publique que la difficulté soit majeure. Bernard Vivier, vous voulez ajouter ? Oui, il y a des points de blocage, et on va le voir notamment sur le dossier des retraites, avec les régimes spéciaux, la technique de la retraite régime par points. C'est le bon sens. Les esprits évoluent. Je pense que nous vivons un moment où la société civile organisée, qu'incarne par exemple le Conseil économique, social et environnemental, dont les travaux sont très intéressants en ce moment, montre qu'il y a une prise de conscience que les marchés évoluent, la mondialisation se développe, que les technologies bousculent les métiers, qu'il faut s'adapter, qu'il faut garantir, mais aussi s'ouvrir. Et l'on sent aujourd'hui des partenaires sociaux ouverts à la réflexion. Ça, c'est un phénomène nouveau, et que l'adaptation se fera beaucoup plus par l'évolution et la négociation que par la révolte, la rupture et la barricade. Ça, c'est un phénomène important. Ça a des traductions aujourd'hui sur le terrain syndical. Enfin, sur les retraites spéciales, il y aura blocage. Bien sûr. Reste peut-être un thème. Ça, c'est le grand chantier du quinquennat, les retraites. Voilà. Parce que le changement radical de régime, le passage à la retraite par points, ça ne peut se faire qu'après un long chantier préalable. Ça ne se décrète pas du jour à l'autre. Reste très rapidement, Claude Veil, ce sera le mot de la fin, un thème qu'on n'a pas évoqué parce que ce n'est pas un chantier à proprement parler économique. Emmanuel Macron doit, ou en tout cas avait annoncé un discours sur la laïcité. On attend une position du chef de l'État sur cette question-là et plus généralement de voir quels vont être les contours de sa politique. Aussi bien sur ces questions qu'on dit parfois identitaires, mais sur les questions plus généralement de sécurité. On l'a vu, il y a déjà une division qui se fait jour au sein de la République En Marche sur la question de l'asile et de la lutte contre l'immigration clandestine. Comment est-ce que là, c'est peut-être ça le plus délicat, le virage le plus délicat à négocier pour Emmanuel Macron, d'après vous ? Je ne suis pas sûr. Je pense que sur sa conception de la laïcité, pour ce qu'on en connaît, c'est-à-dire qui est une position médiane entre le camp d'un ultra-républicanisme antidifférencialiste, qui quelquefois est le faux nez ou le masque d'une islamophobie inavouée, et le communautarisme qui en fait est dénoncé par tout le monde, mais n'a pas véritablement de champion et de parti pour le proposer. Je pense qu'il y a un point moyen raisonnable qui peut faire consensus
La loi de 1905, toute la loi de 1905, rien que la loi de 1905, dans le respect des croyances, le respect des convictions, le respect de la neutralité de l'État et non pas de la neutralité des citoyens qui ont bien le droit d'avoir des opinions et des croyances. Je pense que sur cette position moyenne qui est chez lui, à mon avis, philosophiquement très élaborée, il peut trouver un terrain qui apaise les choses, il y a des acteurs qui ont hystérisé ce débat. Je pense que l'aspiration de la population, c'est plutôt justement un discours qui pacifie. Merci beaucoup Claude Veil, merci également à Arnaud Mercier et à Bernard Vivier d'avoir accepté de débattre sur cette rentrée du gouvernement et du chef de l'État avec ses vœux notamment à la presse. L'actualité continue bien sûr sur France 24 tout de suite avec un œil sur les médias. Et avec Karim Yayaoui à mes côtés pour évoquer la manière dont on parle bien sûr sur Internet des projets d'Emmanuel Macron. On va s'arrêter tout particulièrement, Karim, sur ce délicat projet dont nous évoquions à l'instant de loi d'asile et d'immigration. C'est vrai qu'on en parle pas mal, on va le voir notamment sur un certain nombre de médias classiques, le site de RTL qui s'arrête sur cette peur d'Emmanuel Macron qui aurait peur des frondeurs au Parlement sur cette loi délicate de l'asile et de l'immigration. Alors Emmanuel Macron n'a pas forcément apprécié que lorsqu'il y a eu des fuites dans les médias ces derniers temps, ces lieutenants ne se soient pas rués en première ligne pour défendre l'esprit de ce texte. Et ce n'est pas un hasard si d'ailleurs lui l'a évoqué au moment de ses vœux aux Français et aux Européens. En tout cas du côté d'un certain nombre de médias comme ce site internet, celui de France TV.info, on imagine déjà que ce texte puisse fissurer la République en marche. On est bien loin d'être dans cette situation, mais en tout cas certains imaginent cette hypothèse. Alors ces fuites, on les a vues apparaître notamment au courant du mois de décembre. L'AFP avait publié une infographie qui était en quelque sorte un brouillon de cette loi immigration et asile. Et c'est vrai que ça avait fait couler pas mal d'encre. Un certain nombre de pistes, notamment le doublement de la durée de rétention qui passerait de 45 à 90 jours, la réduction de moitié du délai de recours en cas de rejet de la demande, et puis l'inscription dans la loi de cette notion de pays tiers sûr, en tout cas un certain nombre d'éléments qui avaient fait monter au créneau les associations de défense de migrants. Alors évidemment, certains imaginent que les prochaines semaines seront pour tenter de convaincre les Français et les parlementaires les plus sceptiques sur ce projet de loi. Et puis cette idée de fronde, certains médias l'ont déjà associée à cette députée de la Manche, Sonia Crimi, qui le 19 décembre dernier avait interpellé le gouvernement sur ce projet de loi, mais en réalité on utilise le terme de frondeur, mais on en est bien loin. Elle s'interroge, mais évidemment on est bien loin de la situation qu'avait pu connaître François Hollande lorsqu'il était au pouvoir. Mais c'est vrai que dans l'opinion, un certain nombre de voix s'élèvent. On pouvait entendre notamment ce spécialiste des questions de l'histoire de l'immigration qui était interrogé par Europe 1, expliquer qu'aucun gouvernement depuis la Seconde Guerre mondiale n'était allé jusque-là. Et évidemment, il y en a un qui a apporté de l'eau au moulin, en quelque sorte, de cette analyse. C'est Christian Estrosi qui a expliqué que la droite n'est jamais allée aussi loin qu'Emmanuel Macron en matière d'immigration et d'asile. Mais ça, c'était pour s'en féliciter. C'était pour s'en féliciter, évidemment. C'était pas la même idée que Patrick Veil qu'on voyait auparavant. Exactement. Mais en tout cas, Emmanuel Macron se serait sans doute passé de ces deux analyses, même si ce n'est pas du tout le même objectif. Autre actualité totalement différente, on s'intéresse plus cette fois à Emmanuel Macron, mais à Donald Trump qui, une fois de plus, provoque énormément de réactions avec son dernier tweet. Alors l'un de ses derniers tweets. Un de ses derniers tweets, parce que depuis le début de l'année, il y a eu un tweet sur le Pakistan, un tweet sur l'Iran, et puis un tweet sur la Corée du Nord. Oui, et puis sur les Palestiniens. Et sur les Palestiniens, avec cette fois-ci un Donald Trump qui répondait à Kim Jong-un, qui s'est adressé il y a quelques jours à la nation nord-coréenne en expliquant que la Corée du Nord était un État nucléaire à part entière. Eh bien, Donald Trump lui a répondu: moi aussi j'ai un bouton nucléaire, mais il est beaucoup plus gros et plus puissant que le sien et il fonctionne. Alors je vais vous épargner tous les dessins avec des allusions sexuelles. Je vais juste vous montrer celui-là avec cette inquiétude de voir Donald Trump se tromper de bouton entre Twitter et le bouton nucléaire. Alors ça a suscité beaucoup de réactions.
notamment à l'égard de Twitter, qui est la caisse de résonance de toutes les déclarations de Donald Trump. Et certains manifestants se sont rendus devant le siège de Twitter à San Francisco et ont envoyé un hologramme où on pouvait lire « Jack est complice ». Jack, c'est Jack Dorsey, le fondateur de Twitter. Un certain nombre d'internautes ont même, en quelque sorte, envoyé des messages pour signaler ce tweet de Donald Trump et demander à ceux qui gèrent Twitter de vérifier s'il ne contrevenait pas aux règles de Twitter. Un appel à la haine, un appel à la violence. En tout cas, c'est ainsi qu'il a été interprété par un certain nombre d'internautes. Et puis, ça a évidemment suscité beaucoup de réactions aux États-Unis, notamment de journalistes, d'animateurs, d'éditorialistes. Ici, c'est Jimmy Kimmel qui considère que Donald Trump est un maniaque. Alors, cette sortie de Donald Trump intervient au moment où il y a un semblant de retour au dialogue, puisqu'il y a eu un coup de fil échangé entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Cette image utilisée par Radio-Canada, on s'arrête un instant dessus. Le téléphone est vert, ça veut dire que c'est la Corée du Nord qui a appelé. Si ça avait été le téléphone rouge, ça aurait voulu dire que c'est la Corée du Sud qui appelle. Il ne faut pas se tromper non plus de bouton. Merci beaucoup Karim. Voilà, merci à nouveau à nos débatteurs. Restez avec nous dans un instant, un nouveau journal sur France 24.